Bonjour et bienvenue dans La Tête au carré. C'est un scientifique d'exception, l'un des physiciens théoriciens les plus remarquables de notre époque. Depuis le début de sa carrière, il tente de comprendre les lois qui régissent l'univers. Mais Stephen Hawking, c'est de lui dont il s'agit, est aussi un homme hors du commun, cloué dans un fauteuil roulant. Il ne communique que par l'intermédiaire d'une machine. Alors comment travaille-t-il ? En quoi ses travaux constituent-ils une avancée majeure pour la physique ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette Tête au carré en partenariat avec le magazine La Recherche. Pour explorer l'univers de Stephen Hawking, nous avons invité Aurélien Barraud, astrophysicien, professeur à l'université Joseph Fourier de Grenoble, au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie. Bonjour Aurélien Barraud. Bonjour. Vous avez récemment publié Big Bang et au-delà aux éditions Duno. Également avec nous, depuis la Californie, Hélène Mialet, philosophe et sociologue des sciences. Vous avez publié Hawking Incorporated, ouvrage en anglais dont la traduction en français paraîtra chez Odile Jacob début 2014. Bonjour Hélène Mialet. Bonjour. Et puis enfin, nous avons également avec nous Aline Richard, directrice de la rédaction du magazine La Recherche. Bonjour Aline. Bonjour. Donc La Recherche qui propose un long dossier consacré à la science de Stephen Hawking dans le numéro de novembre qui vient tout juste de sortir en kiosque. Comme toujours, les auditeurs peuvent nous adresser leurs questions via le site de France Inter ou sur Twitter via le hashtag l'attaque. Et puis en fin d'émission, eh bien, nous retrouverons Axel Villard. Bonjour Axel. Bonjour Daniel. Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer. In my mind, I am free. La voix synthétique du physicien Stephen Hawking, auquel nous allons donc consacrer cette émission en partenariat avec le magazine La Recherche, qui consacre à ce physicien d'exception tout un dossier dans son numéro de novembre. Aline Richard, vous êtes la directrice de la rédaction du magazine La Recherche. Quelle occasion avez-vous saisie pour parler ce mois-ci de Stephen Hawking ? En réalité, Stephen Hawking est dans une multiple actualité. Ouais. Tout d'abord, et on va en parler avec son auteur en raison de la sortie aux États-Unis du livre Hawking Incorporated. Donc, le livre d'une philosophe et d'une sociologue des sciences sur le phénomène Hawking. Hawking comme icône de la science moderne, comme icône d'un travail qu'on pourrait penser solitaire, et en fait elle montre exactement le contraire. Donc ça, c'est la première actualité. La deuxième, c'est la sortie du bouquin de Stephen Hawking lui-même, oui. Son autobiographie, qui s'appelle ça y est, j'ai un trou de mémoire et non pas un trou noir. Elle est en écho au best-seller qu'il avait publié il y a 25 ans. Voilà, on va retrouver ça. En tout cas, il avait sorti effectivement il y a 25 ans A Brief History of Time, qui est un bouquin pour ceux qui l'ont lu et même ceux qui l'ont ouvert, qui est quand même un bouquin un petit peu difficile, je pense qu'on peut dire ça, et qui a été vendu à 10 millions d'exemplaires. Donc c'est absolument aussi Hawking comme phénomène littéraire. Aura-t-il autant de succès pour sa biographie ? Je ne sais pas. Je crois maintenant que le trou noir est passé, je crois que c'est My History of Time. Il me semble que c'est ça, mais on vérifiera tout à l'heure. Voilà, donc pour le journal La Recherche, pour notre magazine, beaucoup de bonnes raisons de faire ce dossier. Et finalement, puisque nous sommes un magazine scientifique, de s'intéresser à Hawking en tant que personne, comme je l'ai dit, mais aussi, et bien évidemment, à la science d'Hawking. Oui, à la science d'Hawking. On en parlera, on développera ça un peu plus loin dans l'émission, mais Aurélien Barraud, vous êtes physicien d'ores et déjà. Pouvez-vous nous donner un peu une idée des domaines dans lesquels Hawking s'est illustré et a fait avancer la physique ? Oui, il a incontestablement apporté des contributions majeures et son actualité, même s'il n'est plus aujourd'hui au cœur de la pratique scientifique, est toujours intense parce que nous sommes encore dans les contre-coups de ses découvertes. Et je crois que ces deux domaines de prédilection, ceux au moins où il aura véritablement laissé plus qu'une trace, une véritable empreinte, c'est d'une part la physique des trous noirs, et en particulier des trous noirs microscopiques, dont j'essaierai de vous convaincre qu'ils sont certainement les plus fascinants, et d'autre part la cosmologie, donc l'étude de l'univers dans
son ensemble, et en particulier cet instant ou ce lieu particulièrement fascinant et paroxystique de la cosmologie qui est bien sûr le voisinage du Big Bang. Oui. Alors Hélène Mialet, vous n'êtes pas physicienne, hein, vous êtes sociologue des sciences et Oui. vous avez décidé de prendre Stephen Hawking lui-même comme objet d'étude, comme sujet d'étude. Comment vous est venue cette idée, cette envie d'étudier Stephen Hawking ? Oui, mais je suis sociologue et anthropologue des sciences et je me suis beaucoup intéressée à Hawking, en partie à cause du phénomène Hawking, d'une part, mais aussi parce que je m'intéressais beaucoup à la créativité, à l'innovation. J'avais fait un premier ouvrage qui était une étude ethnographique d'un laboratoire de recherche appliquée chez Elf Aquitaine. J'avais suivi un chercheur et j'ai eu envie de faire une comparaison avec Stephen Hawking alors que finalement la comparaison a été abandonnée. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait à la fois d'étudier la créativité à travers ce cas exceptionnel et à la fois de faire une étude ethnographique, c'est-à-dire de pouvoir passer du temps avec Hawking, de suivre ses étudiants, ses collègues, et de comprendre comment il travaille. Oui, vous dites une étude ethnographique, c'est-à-dire que vraiment vous avez eu l'impression d'être un peu comme une anthropologue qui va étudier une tribu lointaine, un petit peu loin de vous, et vous avez cherché à comprendre les codes, le fonctionnement de cette recherche. Oui, absolument. C'est-à-dire que je m'inscris un peu dans un champ de recherche qui s'appelle l'anthropologie des sciences. Et la raison pour laquelle on s'intéresse aux sciences, c'est pour comprendre comment la science se fait au quotidien, c'est-à-dire essayer un peu de comprendre d'où vient son autorité en partie. Mais aussi, ce qui m'intéressait, c'est une sorte de mythologie que Hawking incorpore d'une certaine façon, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, on peut faire de la science sans pouvoir manipuler des choses, puisqu'il ne peut rien manipuler dans la mesure où il est très handicapé. Ce qui m'intéressait, c'était un peu cette mythologie du cerveau désincorporé, en fait, qui nous est hérité de Parce que on l'a dit, et ça contribue certainement au mythe de Stephen Hawking, il est gravement atteint par une maladie musculaire qui fait qu'il le cloue dans un fauteuil roulant. À partir des années, de 1985, il a perdu la voix suite à une pneumonie, donc il ne s'exprime uniquement que par l'intermédiaire d'une machine et d'un ordinateur. Et on a un peu cette vision du scientifique isolé qui n'est plus qu'un esprit, qu'une pensée entièrement concentrée sur la compréhension des choses de notre univers. Et vous, c'est un petit peu ce mythe que vous avez tenté de déconstruire, hein, d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire j'ai essayé de comprendre en fait comment il pouvait fonctionner si vraiment les théories des science studies en fait auxquelles j'appartiens, l'anthropologie et la sociologie des sciences, qui ont essayé de montrer que la science était un produit collectif et matériel. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas d'Hawking ? C'est-à-dire comment est-ce que ça remet en cause ces théories ou est-ce que effectivement il ne peut faire de la science que dans sa tête ? C'était un petit peu le paradoxe que j'essayais de suivre dans mon étude. Alors avant de nous donner les conclusions et les résultats de votre étude, déjà c'est peut-être plus de l'ordre du ressenti, mais quand vous avez rencontré physiquement Stephen Hawking, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je pense que déjà ça m'a pris beaucoup de temps pour l'approcher parce que c'est une star. Donc il a fallu presque 2 ans en fait avant que je puisse l'interviewer. Et l'interview a été extrêmement déstabilisante puisqu'effectivement, comme vous l'avez noté, il ne peut communiquer qu'à travers sa machine. Donc quand on n'est pas familier avec ce genre d'appareil autour de lui, c'est très compliqué de lire cette interaction. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement déstabilisant. En fait. Intimidant, puisque d'une certaine façon, je ne savais pas quand il avait fini d'écrire. J'avais du mal à lire les expressions de son visage. Sa voix synthétique est apparue à plusieurs moments pendant l'interview. Et du coup, d'ailleurs, j'étais tellement choquée un petit peu par cette voix synthétique que je ne l'ai pas entendue. Je m'en suis rendu compte après coup en écoutant mon appareil, qu'en fait, je ne l'avais pas entendu. Oui. Combien de temps a duré votre interview ? L'interview, ça prend beaucoup de temps pour lui, en fait, pour construire une phrase. Et en fait, c'est resté 4 heures avec lui et il a répondu à quatre questions. Ah oui, faut être patient. Hein. Donc on imagine, vous posez une question et puis grand blanc, déjà le temps de la réflexion pour lui. Et ensuite, le synthétiseur vocal qui doit formuler sa réponse.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il écrit donc avec un commutateur qu'il a dans sa main et qui lui permet de sélectionner des mots sur son ordinateur. Et à l'époque, il pouvait encore utiliser ses mains et depuis, il a perdu l'usage de ses doigts en fait. Et maintenant, il communique grâce à un rayon infrarouge qui lui permet de sélectionner des mots sur son ordinateur. Et ce rayon infrarouge est attaché à ses lunettes et il cligne le haut de sa joue, ce qui lui permet de faire cela. Donc en fait, c'est un travail très intense et très difficile et très long pour lui. Oui, et on imagine que l'énergie que demande pour lui d'écrire une phrase, on imagine qu'il pèse ses mots et qu'il ne parle pas pour ne rien dire. Oui, exactement. Et il aime en fait pouvoir terminer ses phrases. Il a horreur il n'aime pas quand les gens essaient de terminer ses phrases. Il veut écrire jusqu'au bout. Donc en fait, ça prend beaucoup de temps. Et c'est aussi difficile parce que, comme toute interaction, on n'a pas les retours. C'est-à-dire que je ne pouvais pas avoir les intonations de sa voix. Je ne pouvais pas... Oui, ça doit être déstabilisant. Aline Richard. Oui, j'ai une question pour vous, Hélène Mialet. En fait... Oui. On sent, à lire votre interview dans le journal La Recherche, on sent la volonté d'Hawking d'être très précis, d'avoir une parole scientifique, et j'imagine que c'est le cas quand il travaille avec ses étudiants, puisque vous racontez également ça. Comment ça se traduit, cette précision? Ça doit rallonger du temps? Est-ce que c'est toujours possible? Quelle est votre opinion? Je pense que ça prend beaucoup de temps, mais en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, ses étudiants et ses assistants lui posent des questions, il répond par oui ou par non, parce que ça va du coup beaucoup plus vite. Mais ça, il faut bien le connaître, et je pense que je n'ai pas passé assez de temps avec lui pour avoir ce genre de familiarité. Et je pense que c'est une façon aussi de pouvoir interagir avec lui. Donc, il utilise beaucoup le langage corporel, en partie. Et d'autre part, effectivement, il peut écrire des phrases et il a aussi son ordinateur est organisé de telle façon qu'il peut enregistrer des phrases à l'avance également ou des paragraphes, ce qu'il utilise beaucoup parce que les journalistes lui posent très souvent les mêmes questions. Ah oui, c'est pratique aussi, ça, finalement. On est nombreux, certainement, les interviewés seraient nombreux à être preneurs de cette solution devant les questions répétées des journalistes. Mais ce qui ressort de votre étude, finalement, c'est que Hawking est loin d'être une pensée seule, un génie solitaire. Il est très entouré et c'est une grosse machine, en fait. La science se fait collectivement aussi avec Stephen Hawking. Oui, absolument. J'ai voulu vraiment montrer que, contrairement à ce que l'on pense, en fait, toutes ses compétences, d'une certaine façon intellectuelle, son identité est réincorporée dans un réseau complexe autour de lui, composé de machines et d'individus, que j'ai appelé en fait son corps étendu. Et j'ai montré en fait qu'il faisait partie d'une multiplicité de corps collectifs qui lui permettent de produire à la fois de la physique et à la fois de construire son identité et à la fois de vivre d'une certaine façon, puisqu'en fait il est bien sûr dépendant beaucoup de ses assistants pour pouvoir fonctionner au quotidien. Aurélien Barraud, est-ce que la façon dont Stephen Hawking fait de la physique théorique est très différente de celle dont vous, qui êtes également physicien, théoricien, pratiquez cette science? Vous savez, je crois que Bergson disait « Mon corps va jusqu'aux étoiles ». Donc finalement, c'est encore bien au-delà de ses collaborateurs directs et je pense que ce n'est effectivement pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de très singulier. Peut-être il y a un talent, bien sûr, singulier chez Stephen Hawking, mais il est assez fréquent que les découvertes contemporaines émergent dans des interactions nombreuses. Et je crois d'ailleurs que Hawking, à son insu, participe à cette pipolisation de la science qui est un peu regrettable. On en a l'exemple récent avec la découverte du boson de Higgs, qui a suscité de nombreux débats et de nombreux prix. Et bien sûr, ceux qui l'avaient inventé devaient être récompensés, mais il est un peu dommage que les 4 ou 5 000 expérimentateurs qui ont travaillé pendant 20 ans pour le mettre en évidence, ce qui finalement était peut-être plus difficile, n'aient pas été sur la sellette. Donc je crois effectivement qu'il faudrait peut-être s'extraire de cette image du chercheur solitaire qui est vraisemblablement obsolète et ce n'est peut-être pas un phénomène nouveau en effet. Oui. C'est-à-dire
C'est-à-dire que là, quand vous disiez pour le boson de Higgs, évidemment, les équipes du CERN et d'autres mondialement, plusieurs milliers de chercheurs ont contribué à la découverte du boson de Higgs. Et finalement, ce sont les théoriciens qui avaient imaginé cette particule qui ont été récompensés. Le geste théorique était intéressant et il était tout à fait légitime que ces théoriciens soient récompensés et soient loués pour leurs idées. Mais je crois objectivement et en toute honnêteté et sincérité que la découverte expérimentale était beaucoup plus difficile, beaucoup plus hasardeuse et finalement beaucoup plus géniale que l'invention du mécanisme qui était relativement simple. Je crois que Peter Higgs, donc l'un des découvreurs du boson de Higgs, l'a reconnu lui-même, que ce prix, finalement, il allait avant tout à tous les chercheurs qui avaient contribué à découvrir cette particule. Hélène Mialet, est-ce que vous avez eu l'impression, est-ce que votre observation vous a surprise? Est-ce que vous vous attendiez à trouver justement plutôt un génie, une sorte de pensée solitaire, et vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il était complètement intégré dans une maille, dans un réseau de chercheurs? Oui, moi, je pense que effectivement, ce qui m'a intriguée, c'est que j'avais l'impression j'étais partie en faisant précisément une ethnographie d'un individu, mais finalement, je me suis retrouvée confrontée à un collectif très, très, très complexe. Et le point, en fait, est bien sûr de dire que il n'y a rien de particulier. C'était une façon d'une certaine façon, son handicap rendait visible ce qu'on ne voit pas normalement, c'est-à-dire tout ce travail de délégation que l'on fait ou que le chercheur fait en déléguant ses compétences à ses étudiants. Alors justement, comment ça se passe très concrètement? Il a des étudiants, Stephen Hawking, qui font de la recherche. Alors comment encadre-t-il ces étudiants? Je pense à nouveau, en fait, rien d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'un chercheur à son niveau effectivement est entouré d'étudiants qui sont de très intelligents, très forts et très, très qualifiés, et qui font tout un travail de mise en calcul. C'est-à-dire que lui lance une piste, confie à un étudiant le soin de l'explorer, et puis l'étudiant vient, après quelques mois de calcul et de travail, présenter ses travaux à Stephen Hawking, qui les juge intéressants ou non. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire que de faire en fait de la physique, parce qu'au fond, lui, il propose des idées. Ses étudiants passent 6 mois à travailler et à mettre en forme ces idées. Donc, qui fait quoi? Je pense que c'est une question intéressante à poser. Aurélien Barraud. Si vous me permettez un petit commentaire, là je crois qu'il y a quand même quelque chose d'un peu exceptionnel. Moi j'ai été choqué en lisant votre excellent article et en apprenant que ces étudieurs qui ont fait les calculs pendant 6 mois ne signaient même pas les papiers. C'est vrai. Moi, mes thésards non seulement signent quand ils font les calculs, mais ils signent en premier auteur. Heureusement, ce n'est pas une pratique usuelle, à ma connaissance, en physique théorique, que de faire travailler les étudiants et de ne pas faire apparaître leur nom. Oui, c'est vrai je crois qu'il y a un petit problème éthique. C'est surprenant, on a l'impression quand même qu'on lui attribue des mérites qu'il n'a pas, ou en tout cas qu'il n'est pas seul à avoir. C'est-à-dire qu'on gomme un peu les gens qui travaillent autour de lui. Hélène Mialet? Oui, non, je pense que ce n'est pas. Enfin, je pense que ce n'est pas toujours le cas, mais parfois c'est le cas. C'est-à-dire que son étudiant apparaîtra, c'est-à-dire on mettra son nom, par exemple, contacter mon étudiant pour telle question. Mais je ne pense pas que ce soit une pratique si différente. Je pense que, enfin, peut-être que Aurélien Barraud a une approche différente. Mais il faudra venir l'étudier. Après Stephen Hawking, vous viendrez à Grenoble dans le laboratoire d'Aurélien Barraud étudier. J'aurais préparé d'avance mes réponses. Soyez-en certaine. J'ai trouvé ça très tentant, effectivement, parce que j'ai vu que ce serait une étude très intéressante à faire, effectivement. Bien. Allez, on va s'intéresser dans un instant un peu plus à la physique et aux découvertes de Stephen Hawking. Restez avec nous, Hélène Mialet, et puis on reste évidemment avec Aline Richard et Aurélien Barraud. Je pense que ce que le professeur Hawking veut dire... Silence. Je n'ai besoin de personne pour parler à ma place. Cette boîte vocale me suffit. Une brève apparition de Stephen Hawking dans le dessin animé Les Simpsons, qui montre qu'effectivement c'est devenu quand même un peu un phénomène de société. On le connaît, c'est certainement Aline Richard, le scientifique le plus connu. Oui, probablement. Si on nous pose la question, oui, c'est ce qui vient à l'esprit. Et effectivement, au-delà du bouquin d'Hélène Mialet, on peut aussi avoir une réflexion
plus, je dirais, un peu plus grand public, et se dire qu'effectivement, c'est une espèce de réceptacle des fantasmes qu'on peut tous, tout un chacun, avoir sur la science, du pur esprit, du type sur son fauteuil roulant qui passe sa vie à réfléchir. C'est Puis il y a aussi un peu le côté héroïque du combat contre la maladie qui finalement transcende tout ça pour découvrir des choses formidables en science qu'on n'a pas forcément tous en tête. Et on va prendre maintenant le temps avec vous, Aurélien Barraud, d'essayer de comprendre vraiment ce que Stephen Hawking a apporté à la physique d'aujourd'hui. Oui, il a apporté beaucoup parce qu'il a ouvert des champs de recherche. D'abord, je pense à la cosmologie. Ce qu'a montré Stephen Hawking, c'est que l'univers primordial, donc la naissance de l'univers, eut lieu, si je puis dire, dans la douleur. C'est-à-dire que quand je remonte le cours du temps, je suis mené nécessairement, et c'est cette nécessité qu'il a mathématiquement mise en évidence, à une singularité. Donc une singularité, ça signifie que les grandeurs mathématiques qui décrivent les observables physiques deviennent infiniment grandes. Alors il y a deux manières de l'interpréter. On peut supposer qu'il s'agit véritablement d'une sorte de déchirure dans l'espace-temps, ce qui fait frémir, ou on peut supposer qu'il s'agit plutôt d'une pathologie dans la théorie qui décrit l'espace-temps, ce qui est beaucoup plus plausible. Alors, juste pour bien donner des exemples de ces singularités dont vous parlez, ce serait par exemple l'univers au tout début, ce qu'on appelle le Big Bang, ou alors des trous noirs, c'est-à-dire des moments où toutes les variables, la température, la pression, la densité, tout ça atteint des valeurs telles, infinies, et les modèles de la physique tels qu'on la connaît aujourd'hui ne fonctionnent plus. Exactement, pour le dire simplement, la relativité générale, qui est notre grande théorie, qui est le cadre, le paradigme dans lequel on parvient à comprendre le fait que l'univers actuel est en expansion, eh bien cette théorie s'effondre dans les premiers instants. Ce qu'Hawking nous a montré, si on veut le dire, je crois, rigoureusement, ce n'est pas réellement que l'univers est singulier au sens mathématique du terme, c'est plutôt que nous faisons face à une incomplétude théorique, voire à une incohérence. Notre corpus actuel, la théorie d'Einstein, ne fonctionne plus. Donc l'apport fondamental d'Hawking, ce n'est pas vraiment la solution, encore qu'il en ait proposé, qui soit partiellement convaincante, mais c'est plutôt d'avoir montré une problématique. Et ça, c'est énorme en science. Ah oui, il a plutôt soulevé des problèmes que trouver des solutions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi apporté une ébauche de solution à ce problème, ce qu'on appelle la solution de l'univers sans bord, ou la proposition de Hartle-Hawking, qui est assez technique, mais qui, de façon intuitive, correspond à supposer, alors non pas que le temps est imaginaire comme il le dit, parce que je trouve cette formulation, bien que tout à fait exacte scientifiquement, assez délicate à appréhender, mais plutôt à montrer que le temps n'existe pas, et qu'au départ, l'univers n'est composé que d'espace. De 4 dimensions d'espace, et non pas de 3 dimensions d'espace et d'une dimension de temps, comme nous en faisons l'expérience habituelle. Et le temps, tel que nous l'appréhendons quotidiennement, ne serait qu'un phénomène émergent. Alors ce qui est remarquable, c'est que cette approche est mathématiquement beaucoup plus convaincante que l'approche usuelle, et aujourd'hui, elle est supportée par d'autres théories que ne connaissait pas encore Stephen Hawking, comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucle. Donc il a eu en quelque sorte l'intuition de cette spatialisation du temps. Et alors, qu'a-t-il découvert, ou en tout cas mis en évidence par des équations, au niveau des trous noirs? Où là aussi, alors dans le magazine La Recherche, on emploie cette, je ne sais pas si c'est une métaphore ou si le terme vous convaincra, l'idée que finalement les trous noirs ne sont pas si noirs, ils sont légèrement gris. En tout cas, ils peuvent s'évaporer. Alors, c'est une métaphore littérale. Ouais. Je la crois donc assez exacte. Effectivement, c'est peut-être en physique des trous noirs que Stephen Hawking est le plus célèbre, et à juste titre, parce que ce qu'il a compris là encore, c'est qu'il fallait penser non pas seulement avec la théorie d'Einstein, notre grande théorie de cet espace-temps dynamique, mais aussi avec la mécanique quantique, qui est l'autre grande révolution du XXe siècle, qui nous montre que les particules sont douées d'ubiquité, qui nous montre que le déterminisme doit composer avec une dose d'aléatoire, de chaos, qui nous montre que tout devient discret, discontinu, et à petite échelle. Et quand on concilie mécanique quantique et relativité générale, ce qu'on fait très rarement, alors les choses ne se passent plus comme on les attend, comme on les connaît, comme on les comprend. Et même les trous noirs, qui devraient être les objets les plus noirs de l'univers, deviennent effectivement très lumineux, ils s'évaporent. Et ça, c'est une magnifique découverte, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, en tant qu'expérience de pensée. Voilà. Nous n'avons jamais vu les trous noirs s'évaporer, et pourtant je dirais qu'aujourd'hui, aucun physicien n'en doute, ou n'en doute sérieusement, parce que la preuve apportée par Hawking et corroborée par d'autres
est parfaitement convaincante. C'est-à-dire que par des équations, il a réussi à faire intégrer dans des équations les lois de la gravitation et C'est celles ça. de la physique quantique. C'est très difficile de faire se toucher ces deux théories. Vous savez, les physiciens sont schizophrènes au quotidien. Suivant le type de phénomène auquel ils s'intéressent, ils utilisent soit l'un, soit l'autre. Schématiquement, la relativité générale pour le macrocosme et la mécanique quantique pour le microcosme. Et l'intuition qu'étudie les petits trous noirs a la nécessité de convoquer simultanément ces deux grandes théories. Ce qui lui a permis, là encore, de mettre en évidence des phénomènes, mais surtout de révéler des difficultés, de révéler des paradoxes, et donc d'induire une poussée comme ça, comme une sorte d'incoatif pour un champ de recherche à venir, qui est celui de la gravité quantique. Et tout ça, il l'a obtenu par des équations théoriques. Mais à quel moment on confronte ces équations au réel? Comment on peut savoir là que c'est aussi, vrai? C'est pas si nouveau. La relativité générale a été inventée par Einstein par des expériences de pensée, et la mécanique quantique a été inventée par ses pères fondateurs, essentiellement par des expériences de pensée. Mais il y a bien Donc, un moment où une il faut grande se continuité. confronter au réel. Il y a un moment où la confrontation au réel est effectivement nécessaire, mais il est remarquable de voir jusqu'où on peut aller uniquement sur des bases de cohérence et de consistance logique et mathématique. Ouais. Et Et il donc- est allé très loin. Et là, les équations, en l'occurrence, qu'il a établies pour concernant les trous noirs, elles ont Mais pour les été vérifiées ensuite? Elles ne l'ont pas été, elles l'ont été indirectement par ce qu'on appelle les systèmes analogues, c'est-à-dire des petits trous noirs acoustiques qu'on peut réaliser dans la mécanique des fluides. Mais pour les véritables trous noirs gravitationnels, aujourd'hui nous les cherchons activement. Moi j'ai d'ailleurs personnellement contribué à des tentatives de mise en évidence de ces petits trous noirs qui s'évaporent, mais jusqu'à maintenant sans succès, parce qu'il est très difficile de les détecter et parce que nous ne savons même pas s'ils existent. Et c'est ça qui est très beau. Même s'ils n'existent pas, les travaux de Hawking gardent leur sens. Parce qu'ils pourraient exister, et parce que la théorie doit pouvoir les décrire, quand bien même ils n'existeraient pas dans le monde réel et effectif. Ça, c'est dur de le comprendre. On est vraiment presque dans les mathématiques plus que dans la physique. Si on décrit des choses, on crée des outils qui ne savez, correspondent à rien de La physique. frontière est poreuse. Quelle est la limite entre le réel et le langage ? Je ne sais pas bien si le réel existe hors du langage. Et je ne sais pas bien si les objets physiques existent en dehors des mathématiques qui les appréhendent. Je crois qu'il faut un peu s'extraire de cette dichotomie. Pourquoi Stephen Hawking, puisqu'il est reconnu comme l'un des grands scientifiques de notre époque, n'a jamais reçu le prix Nobel? Ce sont des prix qui sont décernés du vivant des scientifiques. Oui. Stephen Hawking a 71 ans. D'une part pour cette raison que l'on vient d'évoquer, parce qu'effectivement ces découvertes n'ont jamais été mises en évidence ou corroborées expérimentalement, ce qui est une condition nécessaire. On ne récompense pas des théoriciens purs. Peut-être aussi, pour le dire de façon un peu directe, parce qu'il est loin d'être le seul physicien, théoricien génial. J'en connais beaucoup d'autres, peut-être moins médiatiques et peut-être au moins aussi brillants. Alors c'est intéressant effectivement d'apporter ce bémol à ce moment-là de l'émission. Est-ce que Stephen Hawking, pour le dire clairement, mérite à ce point cette mythologie qui l'entoure? Et puis vraiment, Aline Richard l'a rappelé, il vend des millions d'exemplaires de ses livres en tant que vulgarisateur. Est-ce que c'est vraiment ce scientifique aussi génial qu'on le décrit? Oui, pour moi c'est une question très importante. Stephen Hawking est un scientifique génial. Voilà. Ouais. Ça, je pourrais évoquer une annus mirabilis, une année miraculeuse comme on l'a fait pour Newton. Ses contributions sont majeures et incontestables. Je suis beaucoup plus gêné par Hawking vulgarisateur. Je crois qu'il y a une tradition des intellectuels engagés qui est tout à fait respectable, qui est même nécessaire. Pour prendre un exemple dans l'actualité, il y a quelques jours, on a vu une vingtaine d'intellectuels français proposer que le statut des animaux évolue, qu'il passe d'objets matériels vers le statut d'être sensible. Il y avait des astrophysiciens comme Hawking, il y avait des philosophes, il y avait des biologistes signataires. Je suis tout à fait solidaire de cette démarche. Il faut que les intellectuels fassent bouger l'opinion, surtout sur des questions aussi fondamentales que celle-ci. Mais Hawking ne fait pas ça. Hawking utilise sa notoriété pour, je crois, se montrer très incisif et parfois prescriptif, très loin de son champ de compétences. Je crois, pour prendre un exemple, que ses propos sur Dieu sont très contestables. Je suis personnellement athée, mais Dieu est une chose sérieuse. Même si on ne croit pas en Dieu, il faut le prendre avec délicatesse. Je crois que Spinoza ou Nietzsche sont finalement des déconstructeurs de Dieu très efficaces. Hawking, qui balaye d'un revers de la main l'existence de Dieu par l'émergence de la gravité,
ce n'est pas très sérieux. Étienne Klein émet la même réserve, hein. Il est interviewé dans le magazine La Recherche et lui aussi semble un peu choqué dans la façon dont, à la fin de ses livres, Hawking réguliirement fait référence. Là, il y a aussi la philosophie, qui serait morte de n'avoir pas su suivre la physique. C'est inepte. Tout à fait. Alors je voudrais reboucler finalement avec les travaux d'Hélène Mialet, parce qu'en fait elle explique que science comme vulgarisation sont faits de façon collective, et là aussi on peut finalement se poser des questions, et on peut se dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le groupe? Alors Hélène Mialet, qui sont les auteurs des livres de vulgarisation que l'on attribue à Stephen Hawking? Non, je pense qu'en partie, effectivement, il travaille avec des collaborateurs, et il me semble que ça n'a à nouveau rien de très particulier, dans la mesure où beaucoup de gens à son niveau délèguent aussi des compétences autour de lui. Donc, à nouveau, je ne vois rien d'exceptionnel, mais je pense qu'effectivement, pour reprendre les points d'Aurélien Barraud, ce qui est intéressant par rapport au fait qu'il puisse intervenir à des niveaux très différents et très loin de son champ de compétences, c'est intéressant de voir à quel point les gens lui envoient des questions qui sont très loin de son champ de compétences, effectivement, en lui demandant d'y répondre. Il a des lettres de fans, 200 lettres de fans qui arrivent tous les jours. Et comment lui réagit-il par rapport à ça? Il prend une distance, il est gêné par le fait que justement on lui attribue un peu des compétences dans des domaines dans lesquels il n'a pas de raison d'être particulièrement brillant? Je pense qu'en fait, très souvent, il ne voit pas ses lettres, en fait. Je pense que ça fait partie des choses qui restent, en fait, de côté, qui sont triées. Mais après avoir discuté avec ses assistants, ça m'a beaucoup intéressé de voir qu'effectivement, des gens lui écrivent pour lui demander, je sais pas, ils ont fait une découverte géniale sur la façon d'utiliser une lampe, ou je sais pas, quelque chose de complètement technique, indépendant. Et ils veulent avoir son opinion sur ce problème. D'accord. Et je pense que... Oui. Oui. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant de voir à quel point son champ de compétences, effectivement, devient une autorité essentielle, en fait, et qu'on lui demande comme ça de donner son opinion sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait. Aurélien Barraud, justement, si vous n'avez jamais rencontré Stephen Hawking, si vous le rencontriez, quelles questions dans son champ de compétences vous auriez envie de lui poser? Est-ce que vous auriez envie d'ailleurs de parler davantage philosophie avec lui, puisque vous semblez en désaccord avec sa vision de Je la suis en désaccord à un point où je crois que je n'aimerais mieux pas en parler avec lui, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de choses à dire en philosophie. Voilà. Mais mon respect, évidemment, pour Hawking physicien est intact, et il est clair que sur l'évaporation des trous noirs, beaucoup de choses restent à faire. Il a aussi, je trouve, l'intelligence d'être capable de reconnaître ses erreurs, de changer d'avis, d'évoluer, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter à son crédit. Et je crois qu'aujourd'hui, la théorie des cordes, par exemple, est un peu en difficulté. J'aimerais connaître son point de vue sur les quelques impasses dans lesquelles elle se trouve, et je crois qu'il fait preuve de ce point de vue-là d'une grande probité intellectuelle. Bien, je vous remercie tous les trois. Évidemment, on n'a pas fait le tour de cette question, mais on en a parlé. Hélène Mialet, je rappelle le titre de votre livre, Hawking Incorporated, ouvrage en anglais dont la traduction en français paraîtra chez Odile Jacob début 2014. Aurélien Barraud, Big Bang et au-delà, aux éditions Duno. Et puis bien sûr, Aline Richard, le dernier numéro du magazine La Recherche, avec un long dossier consacré à la science de Stephen Hawking. Merci à tous les trois. Dans un instant, nous jetterons un œil sur l'actualité scientifique avec Axel Villard et Cécile Bonneau.